monsieur Beautrelet, rien ne m'étonne de votre part. Mais comment avez-vous pu découvrir? Oh, tout naturellement. Il y a dans la lettre du sieur Arlington à monsieur Étienne de Vaudreix, ou plutôt à Lupin... La lettre interceptée? Oui. Il y a une phrase qui m'a toujours intrigué. C'est celle-ci. À l'envoi des tableaux, vous joindrez le reste. Si vous pouvez réussir, ce dont je doute fort. En effet, je me souviens. Quel était ce reste? Un objet d'art, une curiosité? Le château n'offrait rien de précieux que les Rubens et les tapisseries. Des bijoux? Il y en a fort peu et de valeur médiocre. Alors quoi? Et d'autre part, pouvait-on admettre que des gens comme Lupin, d'une habileté aussi prodigieuse, n'eussent pas réussi à joindre à l'envoi ce reste qu'ils avaient évidemment proposé? Entreprise difficile, c'est probable, exceptionnelle soit, mais possible, donc certaine puisque Lupin le voulait. Cependant, il a échoué. Rien n'a disparu. Il n'a pas échoué. Quelque chose a disparu. Oui, les Rubens. Mais les Rubens est autre chose. Quelque chose que l'on a remplacé par une chose identique, comme on a fait pour les Rubens. Quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, de plus rare et de plus précieux que les Rubens. Enfin, quoi? Vous devez languir. Tout en marchant à travers les ruines, les deux hommes s'étaient dirigés vers la petite porte et longeaient la Chapelle-Dieu. Beautrelet s'arrêta. Vous voulez le savoir, monsieur le juge d'instruction? Si je le veux. Beautrelet avait une canne à la main, un bâton solide et noueux. Brusquement, d'un revers de cette canne, il fit sauter en éclats l'une des statuettes qui ornaient le portail de la chapelle. « Vous êtes fou !» clama M. Filleul hors de lui et se précipitant vers les morceaux de la statuette. « Vous êtes fou !» Ce vieux saint était admirable. « Admirable !» proféra Isidore en exécutant un moulinet qui jeta bas la Vierge Marie. M. Filleul l'empoigna à bras-le-corps. « Jeune homme, je ne vous laisserai pas commettre !» Un roi mage encore voltigea, puis une crèche avec l'enfant Jésus. « Un mouvement de plus et je tire !» Le comte de Gesvres était survenu et armait son revolver. Beautrelet éclata de rire. Tirez donc là-dessus, monsieur le comte. Tirez là-dessus comme à la foire. Tenez, ce bonhomme qui porte sa tête à pleine main. Le Saint Jean-Baptiste sauta. Oh, fit le comte en braquant son revolver. Une telle profanation, de pareils chefs-d'œuvre. Du toc, monsieur le comte. Quoi, que dites-vous? Hurla M. Filleul tout en désarmant le comte. Du toc, du carton-pâte. Ah, ça, est-ce possible? Du soufflé, du vide, du néant. Le comte se baissa et ramassa un débris de statuette. Regardez bien, monsieur le comte. Du plâtre. Du plâtre patiné, moisi, verdi, comme la pierre ancienne, mais du plâtre, des moulages de plâtre. Voilà tout ce qui reste du pur chef-d'œuvre. Voilà ce qu'ils ont fait en quelques jours. Voilà ce que le sieur Charpenay, le copiste des Rubens, a préparé il y a 1 an. À son tour, il saisit le bras de M. Filleul. Qu'en pensez-vous, monsieur le juge d'instruction? Est-ce beau? Est-ce énorme? Gigantesque? La chapelle enlevée. Toute une chapelle gothique recueillie pierre par pierre. Tout un peuple de statuettes capturées et remplacées par des bonshommes en stuc. Un des plus magnifiques spécimens d'une époque d'art incomparable confisqué. La chapelle-dieu, enfin, volée. N'est-ce pas formidable? Ah, monsieur le juge d'instruction, quel génie que cet homme! Vous emballez, monsieur Beautrelet. On ne s'emballe jamais trop, monsieur, quand il s'agit de pareils individus. Tout ce qui dépasse la moyenne vaut qu'on l'admire, et celui-là plane au-dessus de tout. Il y a dans ce vol une richesse de conception, une force, une puissance, une adresse et une désinvolture qui me donne le frisson. Dommage qu'il soit mort. Ricana M. Filleul. Sans quoi, il eût fini par voler les tours de Notre-Dame. Isidore haussa les épaules. Ne riez pas, monsieur. Même mort, celui-là vous bouleverse. Je ne dis pas, monsieur Beautrelet. Et j'avoue que ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'apprête à le contempler. Si toutefois ses camarades n'ont pas fait disparaître son cadavre. Et en admettant surtout, remarqua le comte de Gesvres, que ce fut bien lui que blessa ma pauvre nièce. Ce fut bien lui, monsieur le comte, affirma Beautrelet. Ce fut bien lui qui tomba dans les ruines sous la balle que tira mademoiselle de Saint-Véran. Ce fut lui qu'elle vit se relever et qui retomba encore et qui se traîna vers la grande arcade pour se relever une dernière fois. Cela par un miracle dont je vous donnerai l'explication tout à l'heure. Et parvenir jusqu'à ce refuge de pierre qui devait être son tombeau. Et de sa canne, il frappa le seuil de la chapelle. Hein, quoi? S'écria M. Filleul stupéfait. Son tombeau. Vous croyez que cette impénétrable cachette? Elle se trouve ici, là, répéta-t-il. Mais nous l'avons fouillé. Mal. Il n'y a pas de cachette ici, protesta M. de Gesvres. Je connais la chapelle. Si, monsieur le comte, il y en a une.
Allez à la mairie de Varangeville, où l'on a recueilli tous les papiers qui se trouvaient dans l'ancienne paroisse d'Ambrumésie, et vous apprendrez, par ces papiers datés du XVIIIe siècle, qu'il existait sous la chapelle une crypte. Cette crypte remonte, sans doute, à la chapelle romane sur l'emplacement de laquelle celle-ci fut construite. Mais comment Lupin aurait-il connu ce détail? Demanda M. Filleul. D'une façon fort simple, par les travaux qu'il eut exécutés pour enlever la chapelle. Voyons, monsieur Beautrelet, vous exagérez. Il n'a pas enlevé toute la chapelle. Tenez, aucune de ces pierres d'assises n'a été touchée. Évidemment, il n'a moulé et il n'a pris que ce qui avait une valeur artistique. Les pierres travaillées, les sculptures, les statuettes, tout le trésor des petites colonnes et des ogives ciselées. Il ne s'est pas occupé de la base même de l'édifice. Les fondations restent. Par conséquent, monsieur Beautrelet, Lupin n'a pu pénétrer jusqu'à la crypte. À ce moment, M. de Gesvres, qui avait appelé l'un de ses domestiques, revenait avec la clé de la chapelle. Il ouvrit la porte, les trois hommes entrèrent. Après un instant d'examen, Beautrelet reprit. Les dalles du sol, comme de raison, ont été respectées. Mais il est facile de se rendre compte que le maître-autel n'est plus qu'un moulage. Or, généralement, l'escalier qui descend aux cryptes s'ouvre devant le maître-autel et passe sous lui. Vous en concluez? J'en conclus que c'est en travaillant là que Lupin a trouvé la crypte. À l'aide d'une pioche que le comte envoya chercher, Beautrelet attaqua l'autel. Les morceaux de plâtre sautaient de droite et de gauche. Fichtre, murmura M. Filleul. j'ai hâte de savoir. Moi aussi, Dit Beautrelet, dont le visage était pâle d'angoisse. Il précipita ses coups, et soudain sa pioche, qui jusqu'ici n'avait point rencontré de résistance, se heurta à une matière plus dure et rebondit. On entendit comme un bruit d'éboulement, et ce qui restait de l'autel s'abîma dans le vide à la suite du bloc de pierre que la pioche avait frappé. Beautrelet se pencha, il fit flamber une allumette et la promena sur le vide. l'escalier commence plus en avant que je ne pensais, sous les dalles de l'entrée, presque. J'aperçois les dernières marches. Est-ce profond? 3 ou 4 mètres. Les marches sont très hautes, et il en manque. Il n'est pas vraisemblable, Dit M. Filleul, que pendant la courte absence des 3 gendarmes, alors qu'on enlevait mademoiselle de Saint-Féron, il n'est pas vraisemblable que les complices aient eu le temps d'extraire le cadavre de cette cave. Et puis, pourquoi l'eût-il fait d'ailleurs? Non, pour moi, il est là. un domestique leur apporta une échelle que Beautrelet introduisit dans l'excavation et qu'il planta en tâtonnant parmi les décombres tombés. Puis il en maintint vigoureusement les 2 montants. Voulez-vous descendre, monsieur Filleul? Le juge d'instruction, muni d'une bougie, s'aventura. Le comte de Gesvres le suivit. À son tour, Beautrelet posa le pied sur le premier échelon. Il y en avait 18 qu'il compta machinalement, tandis que ses yeux examinaient la crypte où la lueur de la bougie luttait contre les lourdes ténèbres. Mais en bas, une odeur violente, immonde, le heurta. Une de ces odeurs de pourriture dont le souvenir par la suite vous obsède. Oh, cette odeur, il en eut le cœur qui chavira. Et tout à coup, une main tremblante lui agrippa l'épaule. Eh bien, quoi? Qu'y a-t-il? Beautrelet, Balbutia M. Filleul. Il ne pouvait parler, étreint par l'épouvante. Voyons, monsieur le juge d'instruction, remettez-vous. Beautrelet, elle est là. Hein? Oui, il y avait quelque chose sur la grosse pierre qui s'est détachée de l'autel. J'ai poussé la pierre. J'ai touché. Oh, je n'oublierai jamais. Où est-il? De ce côté, sentez-vous cette odeur? Et puis tenez, regardez. Il avait saisi la bougie et la projetait vers une forme étendue sur le sol. Ah, S'exclama Beautrelet avec horreur. Les 3 hommes se courbèrent vivement. À moitié nu, le cadavre s'allongeait, maigre, effrayant. La chair verdâtre, au ton de cire molle, apparaissait par endroits entre les vêtements déchiquetés. Mais le plus affreux, ce qui avait arraché au jeune homme un cri de terreur, c'était la tête que venait d'écraser le bloc de pierre, la tête informe, masse hideuse où plus rien ne pouvait se distinguer. Et quand leurs yeux se furent accoutumés à l'obscurité, ils virent que toute cette chair grouillait abominablement. En 4 enjambées, Beautrelet remonta l'échelle et s'enfuit au grand jour, à l'air libre. M. Filleul le retrouva de nouveau couché à plat ventre, les mains collées au visage. Il lui dit « tous mes compliments, Beautrelet. Outre la découverte de la cachette, il y a 2 points où j'ai pu contrôler l'exactitude de vos assertions. Tout d'abord, l'homme sur qui mademoiselle de Saint-Véran a tiré était bien Arsène Lupin, comme vous l'avez dit dès le début.
De même, c'était bien sous le nom d'Étienne de Vaudreix qu'il vivait à Paris. Le linge est marqué aux initiales E.V. Il me semble, n'est-ce pas, que la preuve suffit. Isidore ne bougeait pas. Monsieur le comte est parti faire atteler. On va chercher le docteur Jouet qui fera les constatations d'usage. Pour moi, la mort date de 8 jours au moins. L'état de décomposition du cadavre... Mais vous n'avez pas l'air d'écouter. Si. Ce que je dis est appuyé sur des raisons péremptoires. Ainsi, par exemple... Monsieur Filleul continua sa démonstration, sans obtenir d'ailleurs des marques plus manifestes d'attention. Mais le retour de Monsieur de Gesvres interrompit son monologue. Le comte revenait avec 2 lettres. L'une lui annonçait l'arrivée d'Herlock Sholmès pour le lendemain. « À merveille !» s'écria Monsieur Filleul, tout allègre. « L'inspecteur Ganimard arrive également. Ce sera délicieux !» « Cette autre lettre est pour vous, monsieur le juge d'instruction. » dit le comte. « De mieux en mieux !» reprit Monsieur Filleul après avoir lu. Messieurs, décidément, n'auront pas grand-chose à faire. Beautrelet, on me prévient de Dieppe que des pêcheurs de bouquets ont trouvé ce matin, sur les rochers, le cadavre d'une jeune femme. Beautrelet sursauta. Que dites-vous? Le cadavre? Une jeune femme. Un cadavre affreusement mutilé, précise-t-on, et dont il ne serait pas possible d'établir l'identité s'il ne restait au bras droit une petite courmette d'or très fine qui s'est incrustée dans la peau tuméfiée. Or, mademoiselle de Saint-Véran portait au bras droit une courbette d'or. Il s'agit donc, évidemment, de votre malheureuse nièce, monsieur le comte, que la mère aura entraînée jusque-là. En pensez-vous, Beautrelet? Rien, ou plutôt si. Tout s'enchaîne. Comme vous voyez, il ne manque plus rien à mon argumentation. Tous les faits, un à un, même les plus contradictoires, même les plus déconcertants, viennent à l'appui de l'hypothèse que j'ai imaginée dès le premier moment. Je ne comprends pas bien. Vous ne tarderez pas à comprendre. Rappelez-vous que je vous ai promis la vérité entière. Semble. Un peu de patience. Jusqu'ici, vous n'avez pas eu à vous plaindre de moi. Il fait beau. Promenez-vous, déjeunez au château, fumez votre pipe. Moi, je serai de retour vers 4 ou 5 heures. Quant à mon lycée, ma foi, tant pis, je prendrai le train de minuit. Ils étaient arrivés au commun derrière le château. Beautrelet sauta à bicyclette et s'éloigna. À Dieppe, il s'arrêta au bureau du journal La Vigie, où il se fit montrer les numéros de la dernière quinzaine. Puis il partit pour le bourg d'Anvermeux, situé à 10 kilomètres. À Anvermeux, il s'entretint avec le maire, avec le curé, avec le garde champêtre. 3 heures sonnèrent à l'église du bourg, son enquête était finie. Il revint en chantant d'allégresse. Ses jambes pesaient tour à tour d'un rythme égal et fort sur les 2 pédales, sa poitrine s'ouvrait largement à l'air vif qui soufflait de la mer. Et parfois, il s'oubliait à jeter au ciel des clameurs de triomphe en songeant au but qu'il poursuivait et à ses efforts heureux. Embrumésie apparut. Il se laissa aller à toute vitesse sur la pente qui précède le château. Les arbres qui bordent le chemin, en quadruple rangée séculaire, semblaient accourir à sa rencontre et s'évanouir aussitôt derrière lui. Et tout à coup, il poussa un cri. Dans une vision soudaine, il avait vu une corde se tendre d'un arbre à l'autre en travers de la route. La machine heurtée s'arrêta net. Il fut projeté en avant avec une violence inouïe, et il eut l'impression qu'un hasard seul, un miraculeux hasard, lui faisait éviter un tas de cailloux où logiquement sa tête aurait dû se briser. Il resta quelques secondes étourdi, puis, tout contusionné, les genoux écorchés, il examina les lieux. Un petit bois s'étendait à droite, par où, sans aucun doute, l'agresseur s'était enfui. Beautrelet détacha la corde. À l'arbre de gauche, autour duquel elle était attachée, un petit papier était fixé par une ficelle. Il le déplia et lut « 3e et dernier avertissement ». Il rentra au château, posa quelques questions aux domestiques et rejoignit le juge d'instruction dans une pièce du rez-de-chaussée tout au bout de l'aile droite où M. Filleul avait l'habitude de se tenir au cours de ses opérations. M. Filleul écrivait, son greffier assis en face de lui. Sur un signe, le greffier sortit et le juge s'écria « Qu'avez-vous donc, monsieur Beautrelet? Vos mains sont en sang. » Ce n'est rien, dit le jeune homme. Une simple chute provoquée par cette corde qu'on a tendue devant ma bicyclette. Je vous prierai seulement de remarquer que la dite corde provient du château. Et il n'y a pas plus de 20 minutes qu'elle servait à sécher du linge auprès de la buanderie. Est-ce possible? Monsieur, c'est ici même que je suis surveillé, par quelqu'un qui se trouve au cœur de la place, qui me voit,
qui m'entend et qui, minute par minute, assiste à mes actes et connaît mes intentions. Vous croyez? J'en suis sûr. C'est à vous de le découvrir et vous n'y aurez pas de peine. Mais pour moi, je veux finir et vous donner les explications promises. J'ai marché plus vite que nos adversaires ne s'y attendaient et je suis persuadé que de leur côté, ils vont agir avec vigueur. Le cercle se resserre autour de moi. Le péril approche, j'en ai le pressentiment. Voyons, Beautrelet. Ah, on verra bien. Pour l'instant, dépêchons-nous. Et d'abord, une question sur un point que je veux écarter tout de suite. Vous n'avez parlé à personne de ce document que le brigadier Quévillon a ramassé et qu'il vous a remis en ma présence. Non, à personne. Mais est-ce que vous y attachez une valeur quelconque? Une grande valeur. C'est une idée que j'ai, une idée du reste, je l'avoue, qui ne repose sur aucune preuve. Car jusqu'ici, je n'ai guère réussi à déchiffrer ce document. Aussi, je vous en parle pour n'y plus revenir. Beautrelet appuya sa main sur celle de M. Filleul et, à voix basse, « Taisez-vous. J'écoute. Dehors. » Le sable craqua. Beautrelet courut vers la fenêtre et se pencha. Il n'y a personne. Mais la plate-bande est foulée. On relèvera facilement les empreintes. Il ferma la fenêtre et vint se rasseoir. Vous voyez, monsieur le juge d'instruction, l'ennemi ne prend même plus de précautions. Il n'en a plus le temps. Lui aussi sent que l'heure presse. Hâtons-nous donc et parlons, puisqu'ils ne veulent pas que je parle. Il posa sur la table le document et le maintint déplié. Avant tout, une remarque. Il n'y a sur ce papier, en dehors des points, que des chiffres. Et dans les 3 premières lignes et la 5e, les seuls dont nous ayons à nous occuper, car la 4e semble d'une nature tout à fait différente, il n'y a pas un de ces chiffres qui soit plus élevé que le chiffre 5. Nous avons donc bien des chances pour que chacun de ces chiffres représente une des 5 voyelles et dans l'ordre alphabétique. Inscrivons le résultat. Il inscrivit sur une feuille à part. Première ligne, E, point, A, point, A, point, point, E, point, point, E, point, A, point. Deuxième ligne, point, A, point, point, A, point, 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 E, point, E, point, point, E, point, O, I, point, E, point, point, E, point. Troisième ligne, point, O, U, point, point, E, point, O, point, 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 E, point, point, E, point, O, point, point, E. Quatrième ligne, A, I, point, U, I, point, point, E, point, point, E, U, point, E. Puis il reprit. Comme vous voyez, cela ne donne pas grand-chose. La clé est à la fois très facile, puisqu'on s'est contenté de remplacer les voyelles par des chiffres et les consonnes par des points, et très difficile, sinon impossible, puisqu'on ne s'est pas donné plus de mal pour compliquer le problème. Il est de fait qu'il est suffisamment obscur. Essayons de l'éclaircir. La seconde ligne est divisée en 2 parties, et la deuxième partie se présente de telle façon qu'il est tout à fait probable qu'elle forme un mot. Si nous tâchons maintenant de remplacer les points intermédiaires par des consonnes, nous concluons, après tâtonnement, que les seules consonnes qui peuvent logiquement servir d'appui aux voyelles ne peuvent logiquement produire qu'un mot. Un seul mot, demoiselle. Il s'agirait alors de mademoiselle de Gesvres et de mademoiselle de Saint-Véran. En toute certitude. Et vous ne voyez rien d'autre? Si. Je note encore une solution de continuité au milieu de la dernière ligne, et si j'effectue le même travail sur le début de la ligne, je vois aussitôt qu'entre les 2 diphtongues « est » et « oui », la seule consonne qui puisse remplacer le point est un « g », et que, quand j'ai formé le début de ce mot « aiguille », il est naturel et indispensable que j'arrive avec les 2 points suivants et le « e » final au mot « aiguille ». En effet, aiguille s'impose. Enfin, pour le dernier mot, j'ai 3 voyelles et 3 consonnes. Je tâtonne encore, j'essaie toutes les lettres les unes après les autres, et en partant de ce principe que les 2 premières lettres sont des consonnes,
je constate que 4 mots peuvent s'adapter. Les mots fleuve, preuve, pleure et creuse. J'élimine les mots fleuve, preuve et pleure comme n'ayant aucune relation possible avec une aiguille, et je garde le mot creuse. Ce qui fait aiguille creuse. J'admets que votre solution soit juste. Mais en quoi nous avance-t-elle? En rien. Fit Beautrelet d'un ton pensif. En rien pour le moment. Plus tard, nous verrons. J'ai idée, moi, que bien des choses sont incluses dans l'accouplement énigmatique de ces 2 mots, aiguille creuse. Ce qui m'occupe, c'est plutôt la matière du document, le papier dont on s'est servi. Fabrique-t-on encore cette sorte de parchemin un peu granité, et puis cette couleur d'ivoire, et ces plis, l'usure de ces 4 plis, et enfin, tenez, ces marques de cire rouge, par derrière... À ce moment, Beautrelet fut interrompu. C'était le greffier Brédoux qui ouvrait la porte et qui annonçait l'arrivée subite du procureur général. Monsieur Filleul se leva. Monsieur le procureur général est en bas? Non, monsieur le juge d'instruction. Monsieur le procureur général n'a pas quitté sa voiture. Il ne fait que passer, il vous prie de bien vouloir le rejoindre devant la grille. Il n'a qu'un mot à vous dire. Bizarre, murmura monsieur Filleul. Enfin, nous allons voir. Beautrelet, excusez-moi, je vais et je reviens. Il s'en alla. On entendit ses pas qui s'éloignaient. Alors le greffier ferma la porte, tourna la clé et la mit dans sa poche. Eh bien, quoi? S'exclama Beautrelet tout surpris. Que faites-vous? Pourquoi nous enfermer? Ne serons-nous pas mieux pour causer? Riposta Brédoux. Beautrelet bondit vers une autre porte qui donnait dans la pièce voisine. Il avait compris. Le complice, c'était Brédoux, le greffier même du juge d'instruction. Brédoux ricana. Ne vous écorchez pas les doigts, mon jeune ami. J'ai aussi la clé de cette porte. Reste la fenêtre, cria Beautrelet. Trop tard, dit Brédoux qui se campa devant la croisée, le revolver au poing. Toute retraite était coupée. Il n'y avait plus rien à faire, plus rien qu'à se défendre contre l'ennemi qui se démasquait avec une audace brutale. Isidore, qu'étreignait un sentiment d'angoisse inconnue, se croisa les bras. Bien, marmotta le greffier. Et maintenant soyons brefs. Il tira sa montre. Ce brave monsieur Filleul va cheminer jusqu'à la grille. À la grille personne, bien entendu, pas plus de procureur que sur ma main. Alors il s'en reviendra. Cela nous donne environ 4 minutes. Il m'en faut une pour m'échapper par cette fenêtre, filer par la petite porte des ruines et sauter sur la motocyclette qui m'attend. Reste donc 3 minutes. Cela suffit. C'était un drôle d'être, contrefait, qui tenait en équilibre sur des jambes très longues et très frêles, un buste énorme, rond comme un corps d'araignée et muni de bras immenses. Un visage osseux, un petit front bas, indiquait l'obstination un peu bornée du personnage. Beautrelet chancela, les jambes molles. Il dut s'asseoir. Parlez. Que voulez-vous? Le papier. Voici 3 jours que je le cherche. Je ne l'ai pas. Tu mens. Quand je suis entré, je t'ai vu le remettre dans ton portefeuille. Après? Après? Tu t'engageras à rester bien sage. Tu nous embêtes. Laisse-nous tranquilles et occupe-toi de tes affaires. Nous sommes à bout de patience. Il s'était avancé, le revolver toujours braqué sur le jeune homme, et il parlait sourdement, en martelant ses syllabes, avec un accent d'une incroyable énergie. L'œil était dur, le sourire cruel. Beautrelet frissonna. C'était la première fois qu'il éprouvait la sensation du danger. Et quel danger! Il se sentait en face d'un ennemi implacable, d'une force aveugle et irrésistible. « Et après » dit-il, la voix étranglée. « Après? Rien. Tu seras libre. » Un silence. Brédoux reprit. « Plus qu'1 minute. Il faut te décider. Allons, mon bonhomme. Pas de bêtises, hein? Nous sommes les plus forts, toujours, et partout. Vite, le papier. » Isidore ne bronchait pas, livide, terrifié, maître de lui pourtant, et le cerveau lucide dans la débâcle de ses nerfs. À 20 centimètres de ses yeux, le petit trou noir du revolver s'ouvrait. Le doigt replié pesait visiblement sur la détente. Il suffisait d'un effort encore. « Le papier, » répéta Brédoux. « Sinon... » « Le voici, » dit Beautrelet. Il tira de sa poche son portefeuille et le tendit au greffier qui s'en empara. « Parfait. Nous sommes raisonnables. Décidément, il y a quelque chose à faire avec toi. Un peu froussard, mais du bon sens. J'en parlerai aux camarades. Et maintenant, je file. Adieu. » Il rentra son revolver et tourna l'espagnolette de la fenêtre. Du bruit résonna dans le couloir. « Adieu, » fit-il de nouveau. « Il n'est que temps. » Mais une idée l'arrêta.
D'un geste, il vérifia le portefeuille. Tonnerre, Grinça-t-il. le papier n'y est pas. Tu m'as roulé. Il sauta dans la pièce. 2 coups de feu retentirent. Isidore, à son tour, avait saisi son pistolet et il tirait. Raté, mon bonhomme. Hurla Brédoux. Ta main tremble, tu as peur. Ils s'empoignèrent à bras-le-corps et roulèrent sur le parquet. À la porte, on frappait à coups redoublés. Isidore faiblit, tout de suite dominé par son adversaire. C'était la fin. Une main se leva au-dessus de lui, armée d'un couteau, et s'abattit. Une violente douleur lui brûla l'épaule, il lâcha prise. Il eut l'impression qu'on fouillait dans la poche intérieure de son veston et qu'on saisissait le document. Puis, à travers le voile baissé de ses paupières, il devina l'homme qui franchissait le rebord de la fenêtre. Les mêmes journaux qui, le lendemain matin, relataient les derniers épisodes survenus au château d'Ambrumésie, le trucage de la chapelle, la découverte du cadavre d'Arsène Lupin et du cadavre de Raymonde, et enfin le meurtre de Beautrelet par Brédoux, greffier du juge d'instruction. Les mêmes journaux annonçaient les 2 nouvelles suivantes: la disparition de Ganimard et l'enlèvement en plein jour, au cœur de Londres, alors qu'il allait prendre le train pour Douvres, l'enlèvement d'Herlock Sholmès. Ainsi donc, la bande de Lupin, un instant désorganisée par l'extraordinaire ingéniosité d'un gamin de 17 ans, reprenait l'offensive, et du premier coup, partout et sur tous les points, demeurait victorieuse. Les 2 grands adversaires de Lupin, Sholmès et Ganimard, supprimés. Beautrelet hors de combat. Plus personne qui fût capable de lutter contre de tels ennemis. Face à face. 6 semaines après, un soir, j'avais donné congé à mon domestique. C'était la veille du 14 juillet. Il faisait une chaleur d'orage et l'idée de sortir ne me souriait guère. Les fenêtres de mon balcon ouvertes, ma lampe de travail allumée, je m'installai dans un fauteuil et, n'ayant pas encore lu les journaux, je me mis à les parcourir. Bien entendu, on y parlait d'Arsène Lupin. Depuis la tentative de meurtre dont le pauvre Isidore Beautrelet avait été victime, il ne s'était pas passé un jour sans qu'il fût question de l'affaire d'Ambrumésie. Une rubrique quotidienne lui était consacrée. Jamais l'opinion publique n'avait été surexcitée à ce point par une telle série d'événements précipités, de coups de théâtre inattendus et déconcertants. M. Filleul, qui décidément acceptait avec une bonne foi méritoire son rôle subalterne, avait confié aux intervieweurs les exploits de son jeune conseiller pendant les 3 jours mémorables, de sorte que l'on pouvait se livrer aux suppositions les plus téméraires. On ne s'en privait pas. Spécialiste et technicien du crime, romancier et dramaturge, magistrat et ancien chef de la sûreté, messieurs Lecoq retraité et Herlock Sholmès en herbe, chacun avait sa théorie et la délayait en copieux articles. Chacun reprenait et complétait l'instruction. Et tout cela sur la parole d'un enfant, d'Isidore Beautrelet, élève de rhétorique au lycée Janson de Sailly. Car vraiment, il fallait bien le dire, on possédait les éléments complets de la vérité. Le mystère, en quoi consistait-il? On connaissait la cachette où Arsène Lupin s'était réfugié et où il avait agonisé, et là-dessus aucun doute. Le docteur Delattre, qui se retranchait toujours derrière le secret professionnel et qui se refusa à toute déposition, avoua cependant à ses intimes, dont le premier soin fut de parler, que c'était bien dans une crypte qu'il avait été amené, près d'un blessé que ses complices lui présentèrent sous le nom d'Arsène Lupin. Et comme dans cette même crypte on avait retrouvé le cadavre d'Étienne de Vaudreix, lequel Étienne de Vaudreix était bel et bien Arsène Lupin, ainsi que l'instruction le prouva, l'identité d'Arsène Lupin et du blessé recevait encore là un supplément de démonstration. Donc, Lupin mort, le cadavre de mademoiselle de Saint-Véran reconnu grâce à la gourmette qu'elle portait au poignet, le drame était fini. Il ne l'était pas. Il ne l'était pour personne, puisque Beautrelet avait dit le contraire. On ne savait point en quoi il n'était pas fini, mais sur la parole du jeune homme, le mystère demeurait entier. Le témoignage de la réalité ne prévalait pas contre l'affirmation d'un Beautrelet. Il y avait quelque chose que l'on ignorait, et ce quelque chose on ne doutait point qu'il ne fût en mesure de l'expliquer victorieusement. Aussi, avec quelle anxiété on attendit au début les bulletins de santé que publiaient les médecins de Dieppe, auxquels le comte confia le malade. Quelle désolation durant les premiers jours quand on crut sa vie en danger.
Et quel enthousiasme, le matin où les journaux annoncèrent qu'il n'y avait plus rien à craindre. Les moindres détails passionnaient la foule. On s'attendrissait à le voir soigné par son vieux père, qu'une dépêche avait mandé en toute hâte, et l'on admirait le dévouement de mademoiselle de Gesvres, qui passa des nuits au chevet du blessé. Après, ce fut la convalescence rapide et joyeuse. Enfin, on allait savoir. On saurait ce que Beautrelet avait promis de révéler à M. Filleul et les mots définitifs que le couteau du criminel l'avait empêché de prononcer. Et l'on saurait aussi tout ce qui, en dehors du drame lui-même, demeurait impénétrable ou inaccessible aux efforts de la justice. Beautrelet, libre, guéri de sa blessure, on aurait une certitude quelconque sur le sieur Arlington, l'énigmatique complice d'Arsène Lupin que l'on détenait toujours à la prison de la Santé. On apprendrait ce qu'était devenu après le crime le greffier Brédoux, cet autre complice dont l'audace avait été vraiment effarante. Beautrelet libre, on pourrait se faire une idée précise sur la disparition de Ganimard et sur l'enlèvement de Scholmès. Comment 2 attentats de cette sorte avaient-ils pu se produire? Les détectives anglais, aussi bien que leurs collègues de France, ne possédaient aucun indice à ce sujet. Le dimanche de la Pentecôte, Ganimard n'était pas rentré chez lui, le lundi non plus, et point davantage depuis 6 semaines. À Londres, le lundi de la Pentecôte, à 4 heures du soir, Herlock Sholmès prenait un cab pour se rendre à la gare. À peine était-il monté qu'il essayait de descendre, averti probablement du péril. Mais 2 individus escaladaient la voiture à droite et à gauche, le renversaient et le maintenaient entre eux, sous eux plutôt, vu l'exiguïté du véhicule. Et cela devant 10 témoins, qui n'avaient pas le temps de s'interposer. Le cab s'enfuit au galop. Après, rien. On ne savait rien. Et peut-être aussi par Beautrelet aurait-on l'explication complète du document, de ce papier mystérieux auquel le greffier Brédoux attachait assez d'importance pour le reprendre à coups de couteau à celui qu'il possédait. Le problème de l'aiguille creuse, comme l'appelaient les innombrables Oedipes qui, penchés sur les chiffres et sur les points, tâchaient de leur trouver une signification. L'aiguille creuse. Association déconcertante de 2 mots, incompréhensible question que posait ce morceau de papier dont la provenance même était inconnue. Était-ce une expression insignifiante, le rébus d'un écolier qui barbouille d'encre un coin de feuille? Ou bien était-ce 2 mots magiques, par lesquels toute la grande aventure de l'aventurier Lupin prendrait son véritable sens? On ne savait rien. On allait savoir. Depuis plusieurs jours, les feuilles annonçaient l'arrivée de Beautrelet. La lutte était près de recommencer, et cette fois implacable de la part du jeune homme qui brûlait de prendre sa revanche. Et justement, son nom, en gros caractères, attira mon attention. Le grand journal inscrivait en tête de ses colonnes la note suivante. « Nous avons obtenu de M. Isidore Beautrelet qu'il nous réserva la primeur de ses révélations. Demain, mercredi, avant même que la justice en soit informée, le grand journal publiera la vérité intégrale sur le drame d'Ambrumésie. » Cela promet, hein? Qu'en pensez-vous, mon cher? Je sursautai dans mon fauteuil. Il y avait près de moi, sur la chaise voisine, quelqu'un que je ne connaissais pas. Je me levai et cherchai une arme des yeux, mais comme son attitude semblait tout à fait inoffensive, je me contins et m'approchai de lui. C'était un homme jeune, au visage énergique, aux longs cheveux blonds, et dont la barbe un peu fauve de nuances se divisait en 2 pointes courtes. Son costume rappelait le costume sobre d'un prêtre anglais, et toute sa personne d'ailleurs avait quelque chose d'austère et de grave qui inspirait le respect. « Qui êtes-vous » lui demandai-je. Et comme il ne répondait pas, je répétais « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Que venez-vous faire ?» Il me regarda et dit « Vous ne me reconnaissez pas? » « Non. Non. » Ah, c'est vraiment curieux, cherchez bien. Un de vos amis, un ami d'un genre un peu spécial. Je lui saisis le bras vivement. « Vous mentez. Vous n'êtes pas celui que vous dites, ce n'est pas vrai. » Alors, pourquoi pensez-vous à celui-là plutôt qu'à un autre? Dit-il en riant. Ah, ce rire jeune et clair, dont l'ironie amusante m'avait si souvent diverti. Je frissonnais. Était-ce possible? Non, non, protestai-je avec une sorte d'épouvante. Il ne se peut pas. Il ne se peut pas que ce soit moi parce que je suis mort, hein? Et que vous ne croyez pas au revenant. Il rit de nouveau. Est-ce que je suis de ceux qui meurent, moi? Mourir ainsi d'une balle tirée dans le dos par une jeune fille? Vraiment, c'est mal me juger. Comme si moi, je consentirais à une pareille fin. C'est donc vous, balbutiai-je encore, incrédule et tout ému.
Je ne parviens pas à vous retrouver. Alors, Prononça-t-il gaiement. je suis tranquille. Si le seul homme à qui je me sois montré sous mon véritable aspect ne me reconnaît pas aujourd'hui, toute personne qui me verra désormais tel que je suis aujourd'hui ne me reconnaîtra pas non plus quand elle me verra sous mon réel aspect, si tant est que j'ai un réel aspect. Je retrouvais sa voix maintenant qu'il n'en changeait plus le timbre, et je retrouvais ses yeux aussi, et l'expression de son visage, et toute son attitude, et son être lui-même, à travers l'apparence dont il l'avait enveloppé. Arsène Lupin, murmurai-je. Oui, Arsène Lupin, S'écria-t-il en se levant. le seul et unique Lupin. Retour du royaume des ombres, puisqu'il paraît que j'ai agonisé et trépassé dans une crypte. Arsène Lupin, vivant de toute sa vie, agissant de toute sa volonté, heureux et libre, et plus que jamais résolu à jouir de cette heureuse indépendance, dans un monde où il n'a jusqu'ici rencontré que faveur et que privilèges. Je ris à mon tour. Allons, c'est bien vous, et plus allègre que le jour où j'ai eu le plaisir de vous voir l'an dernier. Je vous en complimente. Je faisais allusion à sa dernière visite qui suivait la fameuse aventure du diadème, son mariage rompu, sa fuite avec Sonia Krishnov et la mort horrible de la jeune Russe. Ce jour-là, j'avais vu un Arsène Lupin que j'ignorais, faible, abattu, les yeux las de pleurer, en quête d'un peu de sympathie et de tendresse. Taisez-vous, Dit-il. le passé est loin. C'était il y a 1 an, observai-je. C'était il y a 10 ans. Affirma-t-il. Les années d'Arsène Lupin comptent 10 fois plus que les autres. Je n'insistais pas, et changeant de conversation, comment donc êtes-vous entré? Mon Dieu, comme tout le monde, par la porte. Et puis, ne voyant personne, j'ai traversé le salon, j'ai suivi le balcon, et me voici. Soit, mais la clé de la porte. Il n'y a pas de porte pour moi, vous le savez. J'avais besoin de votre appartement, je suis entré. À vos ordres. Dois-je vous laisser? Oh, nullement, vous ne serez pas de trop. Je puis même vous dire que la soirée sera intéressante. Vous attendez quelqu'un? Oui, j'ai donné rendez-vous ici à 10 heures. Il tira sa montre. 10 heures. Si le télégramme est arrivé, la personne ne tardera pas. Le timbre retentit dans le vestibule. Que vous avez-je dit? Non, ne vous dérangez pas, j'irai moi-même. Avec qui diable pouvait-il avoir pris rendez-vous? Et à quelle scène dramatique ou burlesque allais-je assister? Pour que Lupin lui-même la considérât comme digne d'intérêt, il fallait que la situation fût quelque peu exceptionnelle. Au bout d'un instant, il revint et s'effaça devant un jeune homme mince, grand et très pâle de visage. Sans une parole, avec une certaine solennité dans les gestes qui me troublaient, Lupin alluma toutes les lampes électriques. La pièce fut inondée de lumière. Alors, les deux hommes se regardèrent profondément, comme si de tout l'effort de leurs yeux ardents, ils essayaient de pénétrer l'un dans l'autre. Et c'était un spectacle impressionnant que de les voir ainsi graves et silencieux. Mais qui donc pouvait être ce nouveau venu? Au moment même où j'étais sur le point de le deviner par la ressemblance qu'il offrait avec une photographie récemment publiée, Lupin se tourna vers moi. Cher ami, je vous présente Monsieur Isidore Beautrelet. Et aussitôt, s'adressant au jeune homme, J'ai à vous remercier, Monsieur Beautrelet. D'abord d'avoir bien voulu sur une lettre de moi retarder vos révélations jusqu'après cette entrevue, et ensuite de m'avoir accordé cette entrevue avec tant de bonne grâce. Beautrelet sourit. Je vous prierai de remarquer que ma bonne grâce consiste surtout à obéir à vos ordres. La menace que vous me faisiez dans la lettre en question était d'autant plus péremptoire qu'elle ne s'adressait pas à moi, mais qu'elle visait mon père. Ma foi, Répondit Lupin en riant. on agit comme on peut. Il faut bien se servir des moyens d'action que l'on possède. Je savais par expérience que votre propre sûreté vous était indifférente, puisque vous avez résisté aux arguments du sieur Brédoux. Restait votre père que vous affectionnez vivement. J'ai joué cette corde-là. Et me voici. Approuva Beautrelet. Je les fis asseoir, ils y consentirent, et Lupin, de ce ton d'imperceptible ironie qui lui est particulier, En tout cas, Monsieur Beautrelet, si vous n'acceptez pas mes remerciements, vous ne repousserez pas du moins mes excuses. Des excuses? Et pourquoi, Seigneur? Pour la brutalité dont le sieur Brédoux a fait preuve à votre endroit. J'avoue que l'acte m'a surpris. Ce n'était pas la manière d'agir habituelle à Lupin. Un coup de couteau. Aussi n'y suis-je pour rien. Le sieur Brédoux est une nouvelle recrue. Mes amis, pendant le temps qu'ils ont eu la direction de nos affaires, ont pensé qu'il pouvait nous être utile,
de gagner à notre cause le greffier même du juge qui menait l'instruction. Vos amis n'avaient pas tort. En effet, Brédoux, que l'on avait spécialement attaché à votre personne, nous fut précieux. Mais avec cette ardeur propre à tout néophyte qui veut se distinguer, il poussa le zèle un peu loin et contraria mes plans en se permettant de sa propre initiative de vous frapper. Oh, c'est là un petit malheur. Mais non, et je l'ai sévèrement réprimandé. Je dois dire cependant en sa faveur qu'il a été pris au dépourvu par la rapidité inattendue de votre enquête. Vous nous eussiez laissé quelques heures de plus que vous auriez échappé à cet attentat impardonnable. Et que j'aurais eu le grand avantage, sans doute, de subir le sort de messieurs Ganimard et Cholmès. Précisément. Fit Lupin en riant de plus belle. Et moi, je n'aurais pas connu les affres cruelles que votre blessure m'a causées. J'ai passé là, je vous le jure, des heures atroces. Et aujourd'hui encore, votre pâleur m'est un remords cuisant. Vous ne m'en voulez plus. La preuve de confiance, Répondit Beautrelet, que vous me donnez en vous livrant à moi sans condition, il m'eût été si facile d'amener quelques amis de Ganimard. Cette preuve de confiance efface tout. parlait-il sérieusement. J'avoue que j'étais fort dérouté. La lutte entre ces deux hommes commençait d'une façon à laquelle je ne comprenais rien. Moi, qui avais assisté à la première rencontre de Lupin et de Cholmès dans le café de la gare du Nord, je ne pouvais m'empêcher de me rappeler l'allure hautaine des deux combattants, le choc effrayant de leur orgueil sous la politesse de leurs manières, les rudes coups qu'ils se portaient, leurs feintes, leur arrogance. Ici, rien de pareil. Lupin, lui, n'avait pas changé, même tactique et même affabilité narquoise, mais à quel étrange adversaire il se heurtait. Était-ce même un adversaire? Vraiment, il n'en avait ni le ton ni l'apparence. Très calme, mais d'un calme réel, qui ne masquait pas l'emportement d'un homme qui se contient. Très poli, mais sans exagération. Souriant, mais sans raillerie. Il offrait avec Arsène Lupin le plus parfait contraste. Si parfait même que Lupin me semblait aussi dérouté que moi. Non, sûrement, Lupin n'avait pas en face de cet adolescent frêle aux joues roses de jeune fille, aux yeux candides et charmants. Non, Lupin n'avait pas son assurance ordinaire. Plusieurs fois j'observais en lui des traces de gêne. Il hésitait, n'attaquait pas franchement, perdait du temps en phrases doucereuses et en mièvreries. On aurait dit aussi qu'il lui manquait quelque chose. Il avait l'air de chercher, d'attendre. Quoi? Quel secours? On sonna de nouveau. De lui-même et vivement, il alla ouvrir. Il revint avec une lettre. « Vous permettez, messieurs ?» nous demanda-t-il. Il décacheta la lettre, elle contenait un télégramme, il le lut. Ce fut en lui comme une transformation. Son visage s'éclaira, sa taille se redressa et je vis les veines de son front qui se gonflaient. C'était l'athlète que je retrouvais, le dominateur, sûr de lui, maître des événements et maître des personnes. Il étala le télégramme sur la table et, le frappant d'un coup de poing, s'écria « Maintenant, monsieur Beautrelet, à nous deux. » Beautrelet se mit en posture d'écouter et Lupin commença d'une voix mesurée mais sèche et volontaire. « Jetons bas les masques, n'est-ce pas? Et plus de fadeurs hypocrites. Nous sommes deux ennemis qui savons parfaitement à quoi nous en tenir l'un sur l'autre. C'est en ennemis que nous agissons l'un envers l'autre. Et par conséquent, c'est en ennemis que nous devons traiter l'un avec l'autre. » « Traité ?» fit Beautrelet surpris. « Oui, traiter. Je n'ai pas dit ce mot au hasard et je le répète, quoi qu'il m'en coûte. Et il m'en coûte beaucoup. C'est la première fois que je l'emploie vis-à-vis d'un adversaire. Mais aussi, je vous le dis tout de suite, c'est la dernière fois. Profitez-en. Je ne sortirai d'ici qu'avec une promesse de vous. Sinon, c'est la guerre. » Beautrelet semblait de plus en plus surpris. Il dit gentiment « Je ne m'attendais pas à cela. Vous me parlez si drôlement. C'est si différent de ce que je croyais. Oui, je vous imaginais tout autre. Pourquoi de la colère, des menaces? Sommes-nous donc ennemis parce que les circonstances nous opposent l'un à l'autre? Ennemis? Pourquoi? » Lupin parut un peu décontenancé, mais il ricana en se penchant sur le jeune homme. « Écoutez, mon petit, il ne s'agit pas de choisir ses expressions. Il s'agit d'un fait certain, indiscutable. Celui-ci, depuis 10 ans, je ne me suis pas encore heurté à un adversaire de votre force. Avec Ganimard et Herlock Sholmès, j'ai joué comme avec des enfants. Avec vous, je suis obligé de me défendre, je dirais plus de reculer. Oui, à l'heure présente, vous et moi, nous savons très bien que je dois me considérer comme le vaincu. Isidore Beautrelet l'emporte sur Arsène Lupin. Mes plans sont bouleversés. Ce que j'ai tâché de laisser dans l'ombre, vous l'avez mis en pleine lumière.
Vous me gênez, vous me barrez le chemin. Eh bien, j'en ai assez. Brédoux vous l'a dit inutilement, moi je vous le redis en insistant pour que vous en teniez compte. J'en ai assez. Beautrelet hocha la tête. Mais enfin, que voulez-vous? La paix. Chacun chez soi, dans son domaine. C'est-à-dire, vous, libre de cambrioler à votre aise, et moi, libre de retourner à mes études. À vos études, à ce que vous voudrez. Cela ne me regarde pas, mais vous me laisserez la paix. Je veux la paix. En quoi puis-je la troubler maintenant? Lupin lui saisit la main avec violence. Vous le savez bien. Ne feignez pas de ne pas le savoir. Vous êtes actuellement possesseur d'un secret auquel j'attache la plus haute importance. Ce secret, vous étiez en droit de le deviner, mais vous n'avez aucun titre à le rendre public. Êtes-vous sûr que je le connaisse? Vous le connaissez, j'en suis sûr. Jour par jour, heure par heure, j'ai suivi la marche de votre pensée et les progrès de votre enquête. À l'instant même où Brédoux vous a frappé, vous alliez tout dire. Par sollicitude pour votre père, vous avez ensuite retardé vos révélations, mais aujourd'hui, elles sont promises au journal que voici. L'article est prêt. Dans 1 heure, il sera composé. Demain, il paraît. C'est juste. Lupin se leva et, coupant l'air d'un geste de sa main... Il ne paraîtra pas, s'écria-t-il. Il paraîtra. Fit Beautrelet qui se leva d'un coup.